avant de commencer, juste souligner que si ce travail a pu être réalisé, c'est aussi parce que le GRAPH, depuis plusieurs années, est en partenariat avec l'Association des Amis de Tallinn, bien représentée cet après-midi ici, et que grâce aux Amis de Tallinn, ça a facilité le déplacement d'Eugénie et de Cyril en Estonie. Bon, hier soir, on expliquait que cette année, le festival était un peu réduit par rapport aux autres années. Effectivement, malheureusement, nous n'avons pas pu cette année présenter, comme les autres années, un artiste estonien. Mais normalement, dans la programmation, nous présentons tous les ans un artiste ou une artiste estonienne. Alors, on est dans l'entre-deux, puisqu'on présente quand même le travail d'Eugénie et de Cyril, artistes français qui sont partis travailler en Estonie et dont le travail sera présenté ici et sera présenté en 2024 dans le cadre de Tartu, capitale européenne de la culture. Donc je voulais en profiter pour remercier Urvé, les amis de Tallinn présents ici et qui nous accompagnent tout au long de l'année. Voilà, donc je voulais les remercier. Et souligner également que pour cette exposition, nous avons eu le soutien du laboratoire de photon de Toulouse. Voilà. Bien, nous sommes heureux d'avoir donc deux artistes et puis Charlotte Closso qui va dialoguer avec eux. Moi, je voulais juste, en commençant, vous dire combien le GRAPH peut être en accord avec l'actualité, puisqu'il y a deux actualités artistiques intéressantes. Il y a le numéro de photographie sur l'intelligence artificielle, on en parlait avec José Armou hier, avec beaucoup de très bons dossiers, monté par Florian Höppner, une exposition qui s'appelle Capital Image, donc qui est sous-titrée Nouvelles technologies et économie de la photographie, et qui est un dialogue aussi entre une historienne de la photo, Estelle Blaschke, et puis l'artiste Armin Linke. À voir absolument. Donc voilà, on est encore une fois à la pointe de l'actualité avec l'invitation pour ce travail qui nous entoure et qu'on est très heureux de présenter pour son intelligence, sa subtilité et son rapport donc avec cette légende du Krat. Donc comme d'habitude, je vais laisser la parole à Charlotte d'abord pour qu'elle nous présente rapidement, pour ceux qui ne la connaissent pas, il en a peut-être quelques-uns encore, ses activités autour de Photodoc. Voilà, c'est quoi Photodoc? Photodoc est une utopie qui se concrétise. Photodoc est né en 2015 et c'est une structure en faveur de la photographie documentaire. D'un point de vue marchand, qui a fait bugger beaucoup de monde au départ, culturel et pédagogique. Le marchand est emporté par le premier salon de la photographie documentaire, c'est-à-dire que là, on accède à des travaux photographiques, des séries documentaires sont proposées à la vente. Donc l'idée étant, avec ce salon, de relever le pari et de faire exister la dimension d'œuvre photographique, d'œuvre de collection de la photographie documentaire, mais très vite, on a souhaité développer tout ce qui pouvait être en périphérie nécessaire à cette compréhension de la démarche et de l'intention documentaire. Photodoc, c'est aussi un observatoire des nouvelles écritures de la photographie documentaire. Et c'est là où on retrouve les entrées culturelles et pédagogiques portées par des tables rondes, des rencontres, différents formats de tables rondes. Et on a eu la chance d'accueillir fiction documentaire avec Hortense Souachet, justement dans cette démarche de relier l'écriture et les projets dans un contexte aussi de vente. Et donc on vous a accueilli avec le projet d'Hortense sur les femmes gitanes au mois de mai dernier à Paris. Voilà. Merci. Alors sur qu'est-ce que c'est le nom commun d'un homme et une femme qui travaillent ensemble? Oh non, il m'a piqué ma question. C'est pour dire que la connexion. Voilà, comment vous avez été amenés à travailler ensemble les deux? Vaste champ. Vaste champ. Et moi j'ai dit, pour vous aider, un petit mot. Non, mais quelle a été la nécessité de travailler ensemble?
C'est mieux. Je ne sais pas si c'est mieux finalement. Bon, on vit ensemble, on partage le même métier, la photographie documentaire plutôt long cours, avec des approches différentes, un peu des sensibilités différentes. Et puis on s'est dit peut-être pourquoi pas essayer de collaborer sur des projets. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit notre collaboration soit des Parlez un tout petit peu plus fort. Oui, pardon. On peut pas, je pourrais pas dire que notre collaboration est née d'une nécessité. C'était plutôt un moment de changement, de réorientation de carrière. On a travaillé tous les deux près de 10 ans en étant photographe indépendant, documentaire, très ancré dans le réel. Et je pense que les choses n'arrivent pas forcément pour rien. On se rencontre, on vit ensemble, on évoque l'idée de travailler ensemble. Alors on a commencé à travailler ensemble parce qu'en fait l'histoire du CRAT est née en Estonie alors que nous étions en Estonie pour une toute autre raison, pour un tout autre projet photographique, ultra réel. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit que peut-être ce serait intéressant de mélanger deux esprits, deux cerveaux sur un sujet aussi compliqué. Et de cheminer. Ce serait pas. Et de cheminer ensemble sur la même envie aussi de s'éloigner du pur documentaire. On avait tous les deux la même envie de partir un peu du fictionnel. On avait envie de travailler par le biais de la métaphore, d'être un peu moins ancré. Et donc c'était un moyen également de se jauger, de s'ajuster au travers du regard de l'autre également. Voilà. C'est intéressant d'expérimenter ça ensemble. Un travail qui se fait à deux, ça veut dire qu'il n'aurait pas pu être fait seul. Je n'aurais jamais fait ça seul. Moi non plus. Je n'aurais jamais eu l'envie, les capacités et la qualité de rebondissement qui se fait forcément à deux, parce que tout ce travail qui a été mené pendant 3 ans est le fruit d'une très longue recherche douloureuse et sinueuse, c'est loin d'être facile. Donc oui, seul, je pense que j'aurais pas commencé. Si j'avais commencé, j'aurais, je pense, avancé dans la direction du documentaire pur. Mais en fait, ça n'aurait pas été intéressant parce que tout l'intérêt de ce travail repose justement dans cette forme particulièrement hybride et fictionnelle. Rien à dire. Avec des distances en fait qui s'opèrent à différents moments et qui vous permettent d'avoir des angles différents. Puis c'est surtout, il y a quand même dans ce projet qui a été, comme le dit Eugénie, qui a été quand même très douloureux parce qu'on a avancé à tâtons dans un univers qu'on ne connaissait pas du tout. C'est l'univers fictionnel. On n'était pas du tout à l'aise, donc on avait toujours l'impression d'être un petit peu trop, d'être un peu too much, d'être toujours un peu à côté, donc c'était très important aussi ces ajustements à deux. Maintenant qu'on peut y aller, vous donner du courage pour le faire. D'autant plus dans un pays qu'on ne connaît pas, une culture certes européenne mais extrêmement particulière, et à ça vous rajoutez des robots et une histoire d'une mythologie terrifiante estonienne, autant dire que on s'était lancé sur un chantier compliqué. Donc être deux et c'est nécessaire. Et c'est pas une question que j'avais prévue, mais en vous écoutant, je me dis mais non, on va pas y aller tout de suite parce que c'est vrai qu'après ça va spoiler comme diraient les enfants. Moi, en me plongeant dans ce travail qui effectivement est impressionnant dans l'enjeu en fait qui est évoqué et qui est le cœur finalement de votre mission. Je me suis quand même tout de suite posé la question parce qu'on est dans une ambivalence toujours et je fais exprès de poser la question parce que je ne l'avais pas compris au départ. Je me suis fait une idée, mais je ne sais pas si c'est la bonne, finalement. Et je crois que c'est ça qui est bien aussi. C'est les interrogations. On n'est pas dans un manichéisme. On doit s'engager à comprendre et à se positionner. Et donc, en fait, je me suis dit, mais finalement, quel est le débat que le gouvernement souhaite-t-il lancer dans tout ça et pourquoi, selon vous? Parce qu'il y a c'est un truc sur lequel je bloque encore un tout petit peu. Alors peut-être qu'on peut reparler un petit peu de la genèse, bien sûr, pour pouvoir le comprendre. Donc la métaphore du CRAT, c'est clairement un choix du gouvernement estonien d'utiliser une entité du panthéon mythologique estonien,
va dire du paganisme estonien, mais c'est un mot un peu pas très positif finalement. Ça dépend. Pour comparer la technologie, justement pour faire un point de comparaison avec la technologie. Le Krat est l'esclave de l'homme. C'est un esclave de l'homme. Il prend vie lors d'un pacte avec le diable. C'est un esclave qui naît des objets inusités de la ferme. C'est pour ça qu'il y a des partout. Et il va vous servir sur des missions, comme par exemple aller couper du bois ou chercher de l'eau au puits, etc. Mais si vous ne lui donnez pas de travail, il va se retourner contre vous. Il va vous tuer. Voilà, simplement. Et le gouvernement estonien, dans un souci de très grande transparence, a décidé de comparer l'intelligence artificielle en de nombreux points avec le Krat. En disant l'intelligence artificielle c'est bien, c'est un formidable outil, mais il faut savoir le manipuler avec précaution, il faut connaître les limites, etc. Donc, pourquoi? Parce qu'effectivement, ils sont à un moment, ils sont très virtualisés. 99%. Ça, je l'ai appris avec votre projet. Voilà. Et donc, ils sont à un moment où on commence à réfléchir à mettre des voitures autonomes dans les rues. Qui va être responsable en cas d'accident? Est-ce que c'est la société qui a mis la voiture dans la rue? Est-ce que c'est l'algorithme? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est la société qui valide ce genre de choses? Donc, ils sont à un moment où il faut sensibiliser les populations à ces questions-là, justement, en vue de référendum, en vue de discuter de tout cela dans l'espace public. Et donc, la référence du Krat est assez pertinente pour une population qui est quand même assez vieillissante. Voilà, qui n'a pas forcément accès à la technologie. Mais c'est vrai que je pense que le gouvernement, l'Estonie est un petit pays, une petite population, traumatisée tout au long de son histoire, qui a vraiment recouvré une indépendance il y a très peu longtemps. Et je pense, c'est vraiment un avis très personnel, et je pense qu'il y a un vrai souci de transparence et d'entente sociétale. Et je pense que le gouvernement a tout intérêt à ce que les citoyens soient d'accord avec ce qui se passe et à lancer un débat dans un pays où c'est possible, parce que c'est une population, parce qu'ils n'ont pas 10 siècles de bureaucratie comme dans d'autres pays. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger sur cette intelligence artificielle et de se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait individuellement, qu'est-ce qu'on en fait à l'échelle d'un État, à l'échelle d'une société. Parce moi, personnellement, j'avais un peu de mal à croire, effectivement, aux intentions positive et constructive et sincère d'une vraie interrogation qui permettrait de faire exister des décisions collectives et qui tiennent compte de l'avis d'une population. C'est pour ça que je l'interroge toujours, où est la part de sincérité, de manipulation? On n'est pas trop habitué à ce genre de relation État. Et en général, les Français pensent qu'on est payé par le gouvernement estonien pour dire des choses comme ça. Oui, en fait, c'est vraiment j'imagine. Pour nous, il est très particulier. Mais en fait, j'ai trouvé une comparaison il n'y a pas très longtemps pour expliquer ça à quelqu'un. Je pense que c'est comme si le gouvernement avait eu l'honnêteté et la capacité de parler d'une ultra-surveillance en disant, voilà, le Krat aurait été Big Brother, en disant, voilà, il y a Big Brother, aujourd'hui on va l'utiliser parce qu'on a besoin de sécurité, de tout ce qu'on veut, on vous le dit, et on en parle. Et donc on va nommer le gouvernement sur le programme de surveillance américain, Big Brother, États-Unis. Et ça demande une vraie envie de transparence et de communication, parce que sinon on n'est pas forcément pas convaincre les citoyens. Parce qu'il y a déjà, on en parlait tout à l'heure un tout petit peu, il y a déjà effectivement des aspects qui sont dégagés, qui est les utilisations incontournables qui vont être bénéfiques, les identifier et essayer de faire la part des choses avec. Vous en parliez tout à l'heure, donc il y en a déjà qui sont un peu dégagées ou mises en place ou préparées. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont liées à l'AI, qui sont mises en place en Estonie, une fois de plus parce que c'est un petit pays, on peut tenter des choses, et comme notamment de la veille, donc c'est très justement manichéen comme travail, ça vous allez voir, donc ça commence un peu là, puis ça fait le tour, donc là il y a cette idée de cristallisation, de fascination par rapport à la robotique, à l'intelligence artificielle, et puis là on a des applications plus ou moins positives. Et dans ces applications positives, on a par exemple la détection des feux de forêt qui est rendue possible aujourd'hui grâce à l'AI, via des systèmes croisés de satellites, et surtout, on a la capacité maintenant avec l'AI de traiter ces datas, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, donc très très rapidement.
donc la détection de cette forêt. On a une représentation avec une biche, voilà, ça c'était pour justement symboliser un travail, une recherche grandissante en Estonie sur la détection de la faune pour les voitures, pour éviter les collisions. Donc en temps réel, maintenant vous pouvez prévenir les voitures, attention, il y a un troupeau qui passe, freinez. Voilà, et donc ça c'est possible, et ils le font, c'est déjà en test, si ça répond à la question. Moi je crois. Oui, après s'il y avait d'autres exemples... Il y en a plein, mais il y en a plein, mais voilà. Et après là-bas il y a des choses qui sont un peu, pour nous, qu'on considère justement plus négatives, plus questionnables, qui peuvent nous paraître plus dangereuses. Voilà. Des feux ou ne pas rentrer dans une biche, c'est bien, tout le monde est content. On a du mal à imaginer que ça puisse pas être bon. Étendre un cerveau, c'est une autre question. Voilà. L'homme augmenté, c'est notre question. On n'est pas là pour dire d'ailleurs, c'est pas bien, ça mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe, très rapidement. Qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Et ça, c'est abordé clairement dans le programme, non mais dans le programme estonien ou je pense... pas jusque-là. Justement, tiens, c'est une question à laquelle je n'avais pas pensé. Est-ce que vous avez devancé un tout petit peu l'état de réflexion? Est-ce que eux-mêmes, est-ce que ce projet va être vu en Estonie, justement? Est-ce que ça va participer à une réflexion? Là, à cette échelle, on ne peut pas. Je sais pas encore. On sait que ce sera exposé dans une estimation de l'année prochaine. Vous avez dépassé un peu les questions qui étaient déjà posées, j'imagine, par le gouvernement. Je pense, enfin, plus que le gouvernement, je pense que c'est cette interrogation autour, le fait de choisir une représentation pour symboliser l'intelligence artificielle, utiliser une forme plutôt diabolique. Déjà, c'est poser un peu sur la table le fait, attention, il y a quand même un vrai danger. Et c'est cette transparence qui est en fait une évidence. Parce qu'on ne pourrait pas, en France, on ne pourrait pas dire, allez-y, donnez vos données, donnez toutes vos données sur les réseaux sociaux, etc. C'est très bon pour la santé. On ne pourrait pas faire une chose pareille. Alors que là, en Estonie, ils vont clairement pointer, comparer l'intelligence artificielle avec quand même une entité diabolique. Donc, même s'ils n'abordent pas encore les problématiques qui sont liées, par exemple, à l'homme augmenté, je pense qu'elles vont certainement venir à un moment dans le débat social. Voilà, mais une entité diabolique qui entre aussi au service. Ouais. Donc c'est aussi tout ça qui est interrogé. Le CRAT est créé par une personne qui crée son CRAT sciemment. Oui, en plus. Un CRAT ne naît pas de nulle part. Historiquement, c'est un paysan estonien qui va créer son CRAT pour avoir un travailleur, un esclave à sa disposition. Il le fait avec une intention. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il a des besoins précis qui peuvent varier en fonction de ça. Pas forcément braquer des banques, comme des enfants d'une école. Les enfants veulent un CRAT pour braquer des banques. Une filière à Carcassonne. Mais c'est vrai que là, on vous a bien entendu, enfin, on commence à vous entendre un point de vue personnel aussi qui est important à ressentir et à identifier, parce qu'on n'est pas dans une constatation d'actualité, purement informative. On est dans autre chose. Mais je voulais un tout petit peu peut-être pousser ça avec effectivement, questionner votre point de vue personnel un peu plus sur ce réemploi d'une croyance qui jusque-là liait les hommes aux esprits de la terre, parce que le CRAT est constitué aussi de terre, donc on touche à notre mère nature, etc. Donc il y a aussi un autre maillage encore là. Donc est-ce que vous avez eu accès à ça, ou qu'est-ce que vous avez ressenti de ces maillages profondément culturels liés à la terre et qui se retrouvent? C'était très intelligent parce que le CRAT parle, alors pas forcément à tous les Estoniens, pas forcément aux jeunes, mais quand même, le CRAT évoque quelque chose. Ah oui. Donc vraiment, on a assez peu de comparaisons. Ce qu'on utilise avec Cyril, c'est Père Fouettard, mais c'est pas forcément très juste, mais le CRAT évoque quelque chose. Donc c'était très intelligent de partir d'une base commune, d'une croyance, non pas que je crois au CRAT, mais de choses qui évoquent quelque chose à tout le monde dans un pays. Donc en fait, je trouvais ça assez intelligent parce que ça touche à différents niveaux, mais après ça évoque forcément quelque chose de négatif. Parce que le CRAT n'est pas réputé pour être gentil. Donc, mais j'ai trouvé cette utilisation assez pertinente et logique. Il n'y a pas l'affreuse idée de remplacement
qui se pointe. Peut-être. Mais Peut-être. Pas parce qu'en fait, la peur absolue. C'est un peu l'enjeu, quoi. C'est de nous remplacer. Donc, oui. de toute façon, Comme du dépassement. peur soit là. Du dépassement, qui est abordé aussi chez nous. Puisqu'il y a quand même un processus un peu didactique, vous allez voir, il y a des data, avec notamment, on a la loi de Moore, donc la loi de Moore qui est là pour parler aussi de singularité, c'est le moment où l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence de l'homme, etc. Donc il y a effectivement cette idée de remplacement, mais aussi de dépassement. On sera sans doute dépassé, mais tout ce qu'on essaie de faire, c'est de réfléchir un tout petit peu plus avant pour, d'ailleurs, je sais, pour s'adapter, en fait, pour vivre le mieux possible avec cette intelligence artificielle qui est déjà là et qui sera inévitable. Oui, et tu disais quand même tout à l'heure, je pense pas que, après c'est un point de vue très personnel, mais je pense pas que on va être débordé par l'intelligence artificielle. Enfin, c'est en parlant ensemble, collectivement, et en se l'appropriant. On sera débordé si on n'en parle pas, si tout le monde fait l'autruche, si le gouvernement fait passer des lois sans prévenir personne, et si du coup, s'il y a pas, on va tous, sinon rester dans la peur, c'est vrai. Puis après, on en parle. La robotique a terrorisé à peu près tout le monde au moment où elle est arrivée. Puis en fait, aujourd'hui, tout le monde a forcément un micro-ondes et un véhicule. Et en fait, ça nous facilite la vie. Oui. On est vraiment dans un équilibre très, très, très délicat. C'est un projet. Mais c'est comme ça qu'on tient aussi. C'est un projet de parti pris. De toute façon, ça peut, on a notre vision également sur. Pas forcément, c'est un peu une vision d'anticipation. On décide à un moment. Et donc, ce travail, il est là aussi pour justement pour créer, grâce exactement comme le fait le gouvernement, prendre le biais mythologique et l'utiliser comme passerelle pour aborder des questions technologiques finalement et des débats. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire de Neuralink, la société d'Elon Musk qui veut greffer des systèmes, ça c'est la photo des dentriques là-bas, ça représente à peu près un peu ça, qui aimerait greffer des choses dans le cerveau humain pour qu'on puisse se connecter à son mobile par la pensée. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire également? Oui, ben, la voiture autonome et ses dangers. Et comment alors, oui, abordons un peu ce qui vous a guidé dans la scénographie, ou justement les différentes parties et les différents moments de votre sujet que vous avez fait exister là. Ça commencerait. Ça commence avec la fascination, donc notamment représentée par cette petite fille qui est pamoison devant un Piper, qui est un robot un peu connu, le petit robot Piper. Et d'autant plus, ça résonne beaucoup avec notre histoire, parce que tout a commencé entre nous et le Prat, ça a commencé sur un trottoir à Tallinn, quand Cyril conduisait la voiture et que je lui dis très fort, arrête-toi, il y a un robot. Alors Cyril s'est arrêté et il y avait les petits robots blancs qui se baladaient à Tallinn. Donc nous avons suivi les petits robots blancs pendant fort longtemps. Et à partir du moment, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit quand même très étonnant, que se passe-t-il? Donc ce sont des robots. Et notre chemin a connu. Voilà, nous aussi on a été fascinés par quand même une boîte blanche qui roule. Ils sont autonomes, ils ne sont pas commandés, ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils sont dans une autonomie totale dans la rue. Et ils apprennent encore, à l'époque ils apprenaient à se repérer dans l'espace. Et interagir avec les passants, interagir avec les voitures, etc. Nous aussi on a été fascinés. En fait, partir de la fascination était énorme. Voilà. Donc la fascination, et puis après, ça devient quelque chose avec lequel on va cohabiter, on va essayer de trouver des applications, on va dire plutôt positives, même si là-dedans ça dérape un peu. Et puis, parce que ça ne peut pas être complètement linéaire comme narration. Évidemment, le fil conducteur reste la dimension sacrée estonienne, c'est-à-dire qu'on a, dans ce projet, on a la technologie qui arrive, comme le CRAT, mais il y a les vieux croyants, il y a les gardiens en fait des rites anciens, ceux qui ont la sagesse, qui sont là également pour nous ouvrir les yeux, pour nous faire comprendre, attention, il y a un danger. Ça se fait aujourd'hui comme des stages de détox digital. Voilà. Et donc, on a ces représentations qui sont là, comme cette source, qui est un lieu sacré essentiel en Estonie. Et puis, progressivement, voilà, on va déraper vers des applications plus dangereuses où le CRAT va se révéler dans sa vraie nature. Il va venir vous menacer. Le CRAT passe toujours par la fenêtre des maisons pour venir vous tuer pendant la nuit. Et puis, à côté, on a effectivement la référence à Neuralink. Et on a
un travail également sur les fétiches liés à l'intelligence artificielle, comme la grille de calibration qui est là, qui permet à l'intelligence artificielle de se repérer, mais également ce qui ressemble à une burqa, et qui en fait est un camouflage pour les pilotes de voitures autonomes, pour se cacher dans les voitures et disparaître, et étudier les réactions des passants quand ils voient des voitures vides. Qu'est-ce que c'est ça revient? Parce que j'avais une Christian qui voulait noter tout de suite quelque chose, mais il y a une info là. Ouais. Donc en fait, on s'est intéressé aux fétiches de l'AI, c'est-à-dire tous les objets réels, concrets, finalement, et pas que des algorithmes et des développeurs qui travaillent, qui sont utilisés dans l'AI, et notamment, il y a un stade qui est important dans la manière dont on va amener la voiture dans l'espace public, une voiture autonome, c'est étudier la réaction des gens quand ils voient une voiture vide qui conduit. C'est super important de voir les réactions des passants. Et donc, on cache des pilotes qui se camouflent dans le véhicule. Ils font partie, en fait, de la housse. C'est un camouflage. Et elle va, elle pilote quand même, elle fait semblant, enfin, elle pilote réellement. Voilà. Donc, c'est le dernier aspect. Retrouver la paix avec son crâne. Ce qui veut dire que finalement, vous l'avez construit du plus loin au plus près, donc à partir d'une analyse purement de compréhension et d'observation et de premiers marqueurs comme ça d'entrée. Et puis finalement, ce qui m'intéresse, c'est que vous revenez sur l'humain, vous revenez sur la Terre et vous revenez au plus proche de nous. Donc je trouve ça intéressant de l'avoir construit comme ça. C'est l'humain qui nous sauvera. C'est l'humain qui nous sauvera. Et il y a quand même, il faut rendre aussi à César ce qui revient à César. Il y a un auteur qui nous accompagne sur tout ce projet, qui est Andrus Kivira, qui est un auteur estonien qui a écrit des livres incroyables comme Les Groseilles de Novembre, donc November, et qui parle très bien. Donc dans cette histoire, c'est un Estonien qui fait un pacte avec le diable, et en fait, il échappe au pacte, puisque au lieu de donner son sang, il donne du jus de groseille. Et on apprend dans ce livre différents moyens d'échapper à son crâne, différents moyens de liquider son crâne, de s'en débarrasser, et notamment c'est de lui faire faire des choses impossibles, comme aller chercher de l'eau avec un seau percé. Oui. Ou comme, notamment, c'est une image qu'on a fait avec... donc il y a 3 images qui sont faites, parce qu'on a collaboré avec Midjourney, 3 images, c'est celles qui sont sur les écrans. Et donc il y a une image qui représente une échelle en mie de pain. Puisqu'effectivement, une échelle en mie de pain fait imploser un crâne, puisqu'il ne comprend pas, et donc il va imploser. Donc c'est assez mignon. Et cette collaboration avec Midjourney est apparue évidente. À un moment, on a fait face à des murs parce qu'il nous manquait des images clés, notamment la groseille, mais notamment la mie de pain. On s'est demandé comment on pouvait produire des images. Faire des photos de main avec du jus de groseille nous a semblé pas particulièrement pertinent. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis surtout, on s'est dit, pourquoi on n'a pas quand même la personne la plus concernée, à savoir une intelligence artificielle en personne. Et donc c'est pour ça que Midjourney est apparu dans ce projet, parce qu'on avait très envie d'avoir son avis. Et d'avoir sa patte de création, parce que quand même quand on écrit un prompt en plus... C'est bizarre de dire son avis. Un avis mutualisé. Ouais. Non, mais à partir d'une phrase très simple. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Alors évidemment, Midjourney se nourrit de ce qui existe déjà, mais c'est vrai, quand on lui a dit Midjourney, peux-tu présenter des mains avec des groseilles, on ne savait pas du tout ce qu'il allait faire. En fait. Et c'était très bien. Cette personnification de Midjourney, c'est quand même assez spécial. Ouais, et en fait, moi, ce qui m'a permis vraiment de commencer à la considérer, c'est lui demander de faire son autoportrait. Parce que j'ai eu besoin. C'est complètement absurde. Tu l'as demandé? Bien sûr. Voilà. Et c'est où là? Midjourney, s'il te plaît, peux-tu faire ton autoportrait? Elle n'a pas explosé? Non. Ça aurait pu être effectivement un bot, une boucle. Il est apparu une jeune fille, alors très, de toute façon, dans les stéréotypes de représentation de la femme. C'est féminin. De par elle ressemble un peu à une jeune fille d'un jeu vidéo, mais plutôt sympa, avec une saharienne, un petit foulard, une petite aventurière. Et je me suis dit, ok, c'est en effet quelqu'un avec qui je pourrais travailler. Alors si ça avait été par exemple, je sais pas, un vieux monstre ou un vieil homme libidineux, je ne sais pas ce que ça aurait provoqué. En tout cas, j'ai eu cette sécurité de voir que Midjourney pouvait être ma deuxième. Oula. Et t'as pas reposé la question? Non. Parce qu'il y a peut-être... Ouais, il y aurait pu d'autres interprétations. Ouais, j'avais envie de me conforter dans cette idée. À un moment, on a eu cette présentation-là. Bon, j'étais plus pour se challenger, c'était marrant, ça semblait évident de le faire.
Mais c'est vrai qu'on s'est quand même cantonné après à la production juste de 3 images. Bon, ça tombait bien puisqu'on savait que de toute façon les mains restaient un vrai problème pour l'intelligence artificielle. Et donc lui demander de faire une main avec des mosaïques, c'était marrant puisque ça allait faire de toute façon, ça allait produire une image un peu malsaine. Voilà. Et il y avait un peu cette intention, une image un peu bizarre. Et ça montre aussi ses limites. Alors, donc, voilà. Ça a été généré il y a 2 ans, les mains sont c'était vraiment au tout très début, très mauvaises. c'était la V1. Voilà. Alors la question se pose, et d'ailleurs, on en a discuté, on s'est demandé s'il ne fallait pas régénérer une nouvelle image. Et puis en fait, non. Et en fait, je crois qu'on a bien l'idée d'avoir. Il s'est passé 2 ans, mais c'est comme si en fait on passait d'un Minitel à une télé 3D ultra plate. Et du coup, j'aime bien ce côté has-been, du vieux, mais qui n'a que 2 ans en fait. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait des mains quasi parfaites. Ouais, elles sont bien. On ne dit pas pourquoi mettre à jour. Voilà. Comme idée. Et effectivement, même si on est dans ce parti pris dont on a évoqué, dont on a parlé avec votre installation et la circulation, la narration, le point de départ et le point d'arrivée, on reste dans l'interrogation du bien et du mal, et ça on l'a compris, et je pense qu'il faut qu'on continue à s'interroger, effectivement. C'est difficile, je pense que le risque pour moi, c'est d'avoir la réponse. Donc ça, je pense qu'on est vraiment là. Je suis contente parce que j'en ai beaucoup plus appris, effectivement, en venant ici et puis en discutant avec vous. Il y aurait possiblement une suite. Elle a été envisagée, mais quelle serait-elle? En fait, c'est comment? Enfin, voilà. Ouais, c'est un projet qui est fini, mais sous cette forme, voilà, naviguer entre la mythologie et la technologie, je pense que ça c'est terminé. Par contre, ça a ouvert des pistes intéressantes, notamment l'exploration des formes positives d'applications liées à l'AI, notamment en termes d'environnement. En Estonie, où ils font beaucoup de choses sur la gestion des forêts, etc. Et donc ça peut être intéressant, et ça nous ferait revenir dans une approche beaucoup plus documentaire, dans laquelle on ne sait pas trop, en fait. On tâtonne encore un peu sur nos enjeux. C'est la forme que vous essayez de trouver? Ouais, peut-être plus. Je ne pas aussi pousser que celle-ci parce que ce travail est terminé. Mais du coup, voilà. Continuer, représenter l'intelligence artificielle, représenter les applications artificielles, mais sous quelle forme? On réfléchit, de toute façon. De toute façon, on ne peut pas s'arrêter là. De toute façon, voilà, on a du temps, là, il faut, je pense, laisser décanter, montrer ça en Estonie, qui nous terrifie. Oui, ça, j'ai terrifié. Nos amis estoniens. C'est prévu ou pas? Oui, il y a une date? Oui, c'est mai 2024, dans le cadre de Tartu 2024. D'accord. Et puis voir en fonction, voilà, je pense en fonction du chemin de la métaphore du Kratz, voir un petit peu comment on peut en faire une suite. Et je pense qu'il faut aujourd'hui le retour, de la discussion, de la confrontation, pour voir ce qu'on peut. Bon. Peut-être pourriez nous parler aussi dans vos images et dans cette histoire de deux mythologies, la mythologie paysanne et puis la mythologie de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Comment vous les... Bon, ça peut faire l'objet de diptyques, peut-être vous pourriez nous parler de celui-là qui est sur l'affiche là. Ouais. Est-ce que voilà, ça a généré ce genre de diptyque ou d'autres choses? Ici par exemple, clairement pas. Mais ça, parce que bon, c'est des images qui fonctionnent ensemble, mais l'image de gauche représente un pentagramme, une étoile, qui est posée toujours sur les fenêtres. Là, on est sur Muhu Island, qui est une jolie petite île estonienne, et en fait, le Kratz ne passe pas à travers les branches de l'étoile. Donc, on protège, enfin, en tout cas, protéger les fermes, les maisons, pour éviter que le Kratz ne rentre avec cette étoile. Voilà, donc effectivement, on pourrait y opposer une AI intrusive. Et alors, l'autre image L'autre image, c'est... Nous sommes à Tallinn, à Robotex, qui est une organisation d'événements de robotique, de compétition de robots internationale. Et du coup, l'édition estonienne rassemble les fabricants de robots, les ingénieurs qui
travail, les jeunes qui Les universités s'affrontent dans des compétitions de petits robots. Et en fait, cette jeune fille, avec son robot, a gagné une compétition de robots. En gros, c'est une compétition. C'est un peu une attaque de robots. Il y a 2 robots sur un petit tatami et les robots doivent s'affronter et se sortir du cercle. Voilà. Et donc, avec son petit robot, elle a gagné. Une fois de plus, c'est un vrai robot. En fait, quand elle le pose sur le tatami, il est autonome. Elle ne le commande pas, il fait sa vie. Donc il va interagir avec l'autre robot. Il y a une vraie intelligence artificielle dedans qui va interpréter les mouvements de l'autre et faire des choix en fonction de ses mouvements. C'est intéressant parce que c'est ultra basique. On dirait 3 blocs de Lego. Et en fait, voilà, la robotique peut être, l'intelligence artificielle peut être très simple, pas forcément fantasmée sous une forme incroyable. Ça peut aussi passer par des petits logiciels mis dans des petits Lego par des ingénieurs de 17 ans qui sont très forts. Ils sont très forts. Ouais. Et alors donc moi je m'étais interrogé sur l'image qu'on a prise dans la fiche, qui est graphiquement très intéressante. Et pourquoi vous les rapprochez de l'autre? De quoi s'agit-il? Alors sur cette image, alors on est dans les objets, voilà, les fétiches de l'intelligence artificielle. Ce damier, voilà, c'est l'alphabet de l'intelligence artificielle qui lui permet d'apprendre à se repérer. Ouais. Et cette boule, cette balle classique, enfin cette balle souvent est jetée devant les voitures autonomes pour créer des impacts. C'est juste un ballon, hein. Ouais, mais la voiture s'arrête d'elle-même. Parce que souvent on a du mal à imaginer, et moi toujours, j'ai quand même encore du mal à comprendre qu'une machine apprend des choses, mais elle apprend, et du coup, en fait, on apprend avec des choses aussi simples que ça. Un damier, alors après je ne pourrais pas du tout vous expliquer comment ça fonctionne, mais en gros, ça plus un ballon, et on peut nourrir une intelligence artificielle. Le parallèle était intéressant avec cette source, qui est une source sacrée estonienne, voilà, qui en plus en termes de couleur correspond. Et puis une forme crânienne aussi. Et une forme crânienne, Voilà. Une autre version du cerveau, la nature. D'accord. Alors, il y a quelques personnages, mais je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de corps dans votre travail. Il y a des robots, mais il n'y a pas beaucoup de corps. Ouais. Comment se fait-il? Je pense que on a une distance toujours particulière parce que ce sujet est assez particulier. On a toujours pris sous le prisme de la robotique. Et même quand on parle avec ces gens, je pense souvent on n'a pas bien compris notre intention. Ce que je peux comprendre quand on explique à ces gens qu'on voulait avoir des rituels, parce qu'ils travaillent en même temps sur la robotique, ça pouvait créer un peu de confusion. Donc on a toujours eu une distance avec les gens, mais qu'en fait, qui n'est pas inintéressante. Et puis je pense qu'il y a ce choix également, parce qu'on était sur quelque chose d'assez... la nature d'un côté, une opposition nature, païenne, tellurique, la terre, la mythologie. Donc la mythologie, la forme de la mythologie, c'est comment on représente un crâne. Donc on a plus cherché à représenter le monstre qu'à représenter l'humain. Et après, la technologie froide dans cette distance-là, donc déshumanisée, donc sans humain, pour de vrai. Voilà. Il y avait aussi surtout cette attention-là. Donc les humains, quand ils apparaissent dans nos histoires, ils donnent souvent l'impression d'une forme de soumission. Comme cet homme qui est assis au bord de la piscine, qui est dans une posture comme ça. En fait, c'est un ingénieur qui travaille sur un petit robot qui s'appelle Turtle, qui va accompagner, qui va aller dans des fermes piscicoles et adapter sa nage pour ne pas effrayer les poissons. Mais là, il est en train d'apprendre. Et prendre des prélèvements, et faire des analyses. À ce stade, il n'est pas du tout autonome, ils sont encore en train d'apprendre. Donc, voilà. Donc on est avec des ingénieurs en maillot de bain à la piscine publique de Tallinn, être en train d'essayer d'apprendre à un robot à se repérer sous l'eau. Ce qui est encore plus compliqué parce qu'il n'y a pas de GPS sous l'eau. La découverte de la vie, c'est très compliqué parce que les robots ne peuvent pas se repérer sous l'eau. Donc à chaque fois qu'on a des formes humaines, elles sont soit soumises, soit disparaissent dans la technologie. Ou soit elles se protègent. Soit elles se protègent. Voilà, il y a quand même ce truc qui plane de... Mais ouais, c'est un choix de distance qui nous semblait intéressant pour appréhender cette question de l'intelligence artificielle. On avait tout un travail sur justement des Earth Believers à un moment. On a participé à pas mal de fêtes rituelles comme Yanipaef, qui est une fête un peu c'est Midsummer, donc c'est une fête importante en Estonie.
Donc on a beaucoup d'images de fêtes et de moments un peu sacrés, etc. Mais ça ne nous a pas paru pertinent d'intégrer ces images avant le travail. On rentrait trop dans l'intime. Ouais. Donc en fait, On voulait garder un peu ça. on voulait sans doute regarder une distance. L'homme qui est à côté du chariot, là, Oui. on ne sait pas qui est le robot. Ben voilà, c'est pour ça que l'image est là. Merci. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Des enfants hier nous ont demandé si on avait beaucoup de mise en scène, et en fait non. Et ça c'est même pas une mise en scène, il était là, on a photographié, je crois qu'on lui a juste dit restez immobile 10 secondes, et il a juste, voilà, et c'était étonnant de surprise, c'est un effet complètement robotique. Et, ouais. Vous avez des envies de prolonger, de proposer d'autres questions? Moi, j'ai une remarque à faire par rapport à cette image. C'est quand même extraordinaire de construire des robots et de les faire se combattre ensemble. Comme s'il n'y avait pas assez. Ça me... Et surtout, voilà. oui, ce qui est étonnant, c'est que la validation du gagnant se fait dans l'écrasement de l'autre. Donc C'est celui ça. qui gagne, c'est celui, oui, c'est sûr. C'est ça. On retrouve dans les jeux vidéo c'est vrai que les que pouces ou avec cette photo, cette carte électronique qui est portée au nu, on ne sait pas que c'est tout à fait. le vainqueur d'une compétition. Ça ne présage pas du tout. Ça dérange un peu. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'à cette compétition, il y avait voilà, les compétitions de robots qui devaient s'affronter, ou sinon de la vitesse. Des petits robots qui, sous forme de petites voitures, qui devaient aller le plus vite possible. Donc on en revient dans le même. Toujours la compétition. La compétition par la vitesse ou la violence. Et la place plus forte. Moi j'ai une question. Ça me fait penser. Est-ce que le gouvernement qui met en place ce dispositif démocratique, tout d'un coup je réalise, je me demande si c'est une force ou si c'est une faiblesse. C'est une force parce qu'il provoque un débat démocratique pour faire que la population adhère ou ça, ou est-ce que c'est une faiblesse parce que finalement ce sont que des initiatives privées et qu'il ne maîtrise pas et qu'il n'a plus que ce positionnement-là qu'il peut avoir, qui peut être assez inquiétant en fait, pour la suite. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure déjà, mais effectivement, apparemment, il provoque cette interrogation. Moi, je me dis que tant qu'on en parle... Oui, mais est-ce qu'il est là est-ce qu'il passe commande et est-ce qu'il contrôle? Parce que s'il ne passe pas commande, c'est l'initiative privée qui va complètement l'emporter. Donc, il peut y avoir un débat démocratique, mais face à un marché... Ouais. Non, mais après, voilà, c'est pas, je ne peux pas particulièrement vous répondre. Oui. Mais c'est des questions, effectivement, on a envie de se poser à partir de tout ça. Mais c'est vrai qu'aussi dans ce travail, à un moment, on a quand même essayé de diminuer le nombre de questions qu'on pouvait se poser à la minute, parce qu'en fait, ça nous empêchait d'avancer. N'étant pas en plus scientifique à la base, à un moment, trop de questions. Moi, je me souviens, dans une forêt estonienne, et en fait, trop de questions de pourquoi, comment, qui, quoi, a complètement, des fois, bloqué le processus créatif, et il fallait un tout petit peu lâcher, se dire, attends, c'est aussi une exploration, c'est aussi, on n'est pas là pour aller chercher des vérités, on n'est pas là pour dire, pour aller demander au gouvernement, on s'est dit, est-ce qu'on parle à des ministres, etc. On s'est dit, en fait, il faut sortir de notre ultra-réalité et prendre de la distance. Donc c'est vrai que des tonnes de questions. Il y avait une grande subjectivité de votre part. Dans notre parti pris, dans notre subjectivité. Ça, c'est important aussi. Vraiment, se l'approprier. Sans se laisser envahir par des tonnes de questions, de jugements, de peurs, qui sont toutes très légitimes, mais qui pouvaient nous... Enfin, qui pour moi, ont pu parfois un peu m'angoisser, surtout que je ne suis pas super calée en... Puis c'est la fiction de robotique. Je pense que monsieur avait encore une question. Moi juste, je voulais savoir un petit peu la genèse, comment vous avez découvert le crack et décidé de partir en Estonie. Alors, je suis tombé... Voilà, une fois qu'on a vu les petits robots, on a eu notre phase de fascination. Je suis tombé, ça s'appelle, comment s'appelle ce magazine en ligne estonien, Baltic quelque chose. Je ne sais pas estonien. Je suis tombé sur un article, je suis tombé sur un bel article. Il y a un magazine Balt qui est écrit en anglais, et c'est l'histoire d'un journaliste qui veut faire une détox justement numérique et qui part sur l'île de Muhu Island
et qui rencontre Martine, voilà, le fameux guide ce gardien des lieux sacrés. Et à ce moment-là, il prend conscience en fait de cette grande liberté dans laquelle il est, et puis il reconnecte avec la nature, etc. Et il évoque justement un peu en miroir ce projet gouvernemental qui justement utilise le terme, parce que le projet gouvernemental s'appelle CRAT /AI. Voilà, donc, et en fait, il replonge dans la réalité justement en disant, mais en fait, c'est possible de lier les deux. Voilà. Et nous, c'est ce dont on sait en parler. Il a fallu déjà le lire, le digérer pendant... Voilà, c'est trop compliqué. Tellement compliqué. Et puis en fait, voilà, d'une recherche à l'autre, etc., qui dira... Et puis on a rencontré l'œuvre de Andrus Kiviorek. Voilà. Et la pensée a commencé à se créer. Après, on a dû faire 6 ou 7 voyages en Estonie. Ah oui. Parce qu'il fallait vraiment rentrer, digérer, réfléchir. Enfin, c'est vraiment des mécanismes. Puis il y a eu plein de formes qui ne fonctionnaient pas. On a essayé beaucoup de choses. Les plans 2, plan 3. Voilà, c'est ça. Aucune promesse. Je crois que vous avez une question. Peut-être que ça poursuit la ligne que vous venez d'évoquer. Moi, je suis très intéressée par cette photo de... C'est Maxime, c'est ça? Martine. Oui, Martine. Qui se fait solitude. Je me posais la question si c'est un pays où les générations se mélangent, en fait, ou est-ce qu'il y a une tradition comme ça assez proche entre les jeunes, les grands-parents, la structure familiale, en fait, comment... Alors, dans ces structures familiales, dans ces familles chez qui on a eu la chance et l'honneur d'être invité, en effet, il y a vraiment une transmission transgénérationnelle. Tout le monde, des petits-enfants aux grands-parents, sont dans le sauna. Alors, pas tout le temps, mais dans des moments familiaux assez importants. Chez eux, oui. Après, dans les familles citadines, qui travaillent énormément, qui sont déconnectées, enfin, qui sont sous d'autres contraintes, je peux pas vous dire. Nous, tous les ingénieurs qu'on a rencontrés, ce serait comme en France, ils vont peut-être voir leurs parents une fois par mois, et on n'a pas senti de lien de transmission particulièrement poussé, sauf dans ces familles-là. Et parfois même complètement méconnaissance de l'existence du CRAT chez les jeunes générations. Bien sûr. Merci. Ce qui disait que les Estoniens qui connaissent en fait cette mythologie nous regardaient quand même avec des gros yeux, étaient assez surpris que des Français s'intéressent à un pan de leur mythologie comme ça. D'où l'importance de la restitution là-bas. Mais oui, bien sûr. Je pense à ça aussi parce qu'il y a certains pays où les contes sont très présents et des fois les contes sont transmis aussi par les grands-parents. Donc je me demandais justement, je me posais cette question en fait aussi entre les jeunes qui peuvent travailler sur les startups, l'AIA ou les robots, et comment est-ce qu'ils ont été nourris petits ou pas aussi par des histoires qui ont pu être racontées. Pas trop, parce que même la plupart des ingénieurs qu'on a pu rencontrer ne connaissaient pas particulièrement le CRAT. Au mieux, ça leur évoque quelque chose dont leur a parlé leur grand-mère. Fin de l'histoire. Au mieux, ils ont vu un ou deux films, des adaptations des œuvres. Et encore. Et encore. Dans votre approche photographique, le fait de travailler à deux, déjà une question, est-ce que vous vous rendez toujours ensemble sur les lieux? En fait, comment vous travaillez photographiquement ensemble? Et est-ce que vous avez toujours été d'accord sur votre partie on voit qu'il y a des montages, des choses assez différentes. Est-ce que c'est des choses que vous assemblez ou vous avez trouvé un parti pris ensemble à suivre? Non, on a trouvé des parties pris ensemble. Ouais. Après, souvent, c'est vraiment dans des moments en plus super anodins, comme d'habitude. On dit si on essayait ça, on a vu ça, on pourrait. Donc en fait, c'est vraiment des idées qu'on a soit l'un soit l'autre ou ensemble. On tente des choses, soit on se valide. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, si on peut insister un petit peu, mais il faut toujours justifier très fort l'envie de l'autre. Si tu as vraiment envie, s'il y a une envie très particulière et qu'elle est bien expliquée et qu'elle est pertinente, elle trouvera sa place. C'est toujours le fruit de débats, de discussions, On discute beaucoup de ça, et ce qui est assez étonnant, et jusqu'à présent, on a donc ensemble, on a pas mal de projets presse aussi, et tout le temps, c'est quand même 50-50. Vous êtes ensemble sur les lieux? Oui. Comme vous photographiez, c'est ensemble? Oui. Un peu d'ubiquité, quoi. Oui. Alors après, voilà, ça c'est aussi
Ça dépend des moments, ça dépend un peu des humeurs aussi. Des fois c'est très bien, des fois c'est pas nécessaire. Puis notre pratique aussi évolue. Donc, mais c'est vrai que là, on a fait beaucoup ensemble. Voilà. Et sur la restitution, ce que je disais juste avant, c'est qu'on est quand même globalement toujours 50-50. C'est-à-dire qu'on se rend compte, quand on fait nos editings de photos, on est toujours 50-50. Moitié. Ouais, c'est assez marrant. Ouais. Mais c'est vraiment assez changeant. C'est assez changeant. Mais voilà, de toute façon, après la règle, c'est toujours la communication, le compromis. Si ça ne marche pas aujourd'hui, on recommence demain. C'est pas simple. Ah non, c'est pas simple. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de la distance que vous aviez créée, vous avez réfléchi avec votre sujet, même votre positionnement, vous êtes toujours un peu à hauteur d'homme, à hauteur d'humain sur le sujet, etc. Mais il y a quand même deux photos qui me questionnent, qui sont les deux photos du ciel. Je crois qu'on n'a que deux. Et justement, je me demandais quelles avaient été vos intentions dans ces deux photos, le choix de deux photos, quel point de vue vous créez, est-ce que c'est le vôtre, est-ce que c'est celui de satellite, notre intelligence? C'est le nôtre, c'est du drone. Et il y avait vraiment une image qu'on voulait illustrer. Et en fait, l'autre, elle est venue finalement un peu en complément pour équilibrer, pour pas qu'il n'y en ait qu'une déjà. C'était celle-ci. C'est celle de la croisée des chemins. C'est un peu le point de départ du pacte avec pour le CRAT. C'est qu'on se retrouve à la croisée de ces chemins, une nuit de pleine lune, on verse son sang sur un papier et on laisse ce papier à la croisée de ces chemins. Et le diable. Voilà. Vient et au petit matin, le CRAT se construit avec les vieilles faux, etc. Voilà, donc on avait besoin de voir cette 37 hauteurs pour voir la croisée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on savait qu'il y avait une croisée des 7 chemins parce qu'on est tombé, d'ailleurs c'est Martine qui nous l'a dit, on a fait 7 chemins à Sophrade, mais nous on est d'un point de vue terrien et on s'est dit waouh, qu'est-ce que c'est d'en haut en fait. Et donc ça ne savait pas du tout ce que ça allait donner, en plus tu vois, je suis pas particulièrement pro-drone, je ne sais pas faire, j'ai même pas de smartphone, tu vois. Mais on s'est dit quand même, on va essayer de voir en prenant de la distance. Et du coup c'était à la fois pertinent, assez esthétique, et ça permettait de poser un lieu assez emblématique. Le point de départ. Qui est pas le point de départ de cette histoire. Je trouve que ça peut même aller un peu plus loin. Enfin, on parlait de paganisme, il y a à côté mythologie, donc une déité qui voit, on est sur une certaine omniscience en fait, au-dessus de la Terre. On peut être aussi d'un point de vue satellite, intelligence artificielle, vous parliez de croisement de data, etc. Enfin, pour moi, c'est les deux images qui... Je n'y avais même pas pensé, merci Alex. Nous avons un point de vue satellitaire. On pourra en parler la prochaine fois. C'est vrai, tout à fait. Bon, bah c'est bien comme la finale. Merci. Merci beaucoup. On voulait remercier vraiment le graphe. À partir de la liste sera le CRAF. Le CRAF. Le graphe, les amis d'Italie qui nous ont toujours bien conseillé. Ouais, le CNAP aussi qui nous a permis qui nous a permis de prendre le temps. Voilà, vos questions pertinentes. Voilà. Et puis les bénévoles, hein, nous on a découvert l'expo, puis on a trouvé ça super. Merci à vous. Merci.